À la une de l'actualité, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour contrer la dépréciation du franc congolais. Ces mesures ont été annoncées lors de la réunion de conjoncture économique. Vous en suivrez le compte rendu avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe plutôt. Et la CENI a reporté la publication des listes provisoires des candidatures aux législatives nationales. Le grand nombre des dossiers et des problèmes logistiques en sont les raisons, a avancé la centrale électorale. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent ce jeudi à Abuja pour un sommet important après l'échec de leur ultimatum aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Les militaires qui ne désarment pas, un nouveau gouvernement a été formé au pays. Et en Équateur, Fernando Villavicencio, deuxième dans les intentions de vote parmi 8 candidats à la présidentielle du 20 août en Équateur, a été assassiné par balle mercredi soir après un meeting de campagne. Le gouvernement a instauré un couvre-feu et un état d'urgence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On commence avec cette annonce du gouvernement qui a pris de nouvelles mesures pour freiner la dépréciation du franc congolais. Les comptes rendus avec le ministre de l'économie Vital Kamerhe. Nous avons assisté à la réunion du comité de conjoncture présidé par le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde. Cette réunion a tourné autour de la question sensible de l'air. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché de change. Et je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer cette stratégie que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Au niveau du gouvernement, il y a d'autres mesures aussi qui ont été prises et que le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui, c'est que nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre que au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. Voilà, c'était Vital Kamerhe au sortir de la réunion de conjoncture économique présidée justement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La CENI a reporté hier la publication des listes provisoires des candidatures déclarées recevables et non recevables à la députation nationale. Le nombre élevé des candidatures et la contrainte logistique n'a pas permis à la centrale électorale de terminer à temps le travail. Initialement prévue pour hier, mercredi 9 août 2023, la publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux par la Commission électorale nationale indépendante est reportée, l'a annoncé la centrale électorale dans un communiqué de presse. 2 raisons ont été évoquées par la centrale électorale. D'abord, le nombre élevé des candidatures reçues à la fermeture des bureaux de réception et traitement des candidatures, ainsi que la difficulté logistique du ramassage et de la remontée des dossiers physiques des candidatures des 168 BRTC ouverts sur l'étendue du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa. La nouvelle est rendue publique 2 jours après la sortie médiatique polémique du deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, qui a rejeté, au nom de la CENI, la requête faite conjointement par la CENCO et les CC de procéder à un audit externe citoyen du fichier électoral.
Pourtant, c'est l'une des conditions que pose Martin Fayulu Madidi, un challenger important de Félix Tshisekedi aux prochaines élections. Son parti n'a pas aligné des candidats aux législatives, mais l'opposant a affirmé être prêt à rejoindre le processus si la CENI acceptait la demande de l'audit des églises catholiques et protestantes. Et en politique, Augustin Kabouya est parvenu à avoir la tête de ceux qui l'avaient suspendu récemment le 31 juillet précisément. Les membres de la commission de discipline sont définitivement radiés du parti politique. Le parti au pouvoir a connu plusieurs crises durant ces dernières années. C'est un nouveau feuilleton qui plombe la marche du parti au pouvoir. Querelles intestines, guéguerre des mots, tant des difficultés aura caractérisé le fonctionnement de l'un des plus vieux partis politiques de la RDC, ce quinquennat. Le dernier épilogue, c'est cette réplique d'Augustin Kabouya, qui à son tour exclut du parti les membres de la sous-structure de la commission de discipline, qui, il y a près d'une semaine, l'avait suspendu, lui et d'autres caciques du même parti. Le 31 juillet, la sous-structure avait dans un communiqué annoncé la suspension du secrétaire général Augustin Kabouya, du président de la commission électorale du parti Jacquemin Chabani, de l'actuel ministre de l'Intérieur Peter Kazadi et d'un certain Ababi en leur reprochant leur comportement contraire à l'idéal du parti. Il leur a aussi été reproché un comportement criminel faisant objet de trahison, de corruption et d'immoralité. Une semaine après, c'est la réponse du berger à la bergère. Augustin Kabouya, avec toutes les autres structures du parti, vient de faire tomber l'épée de Damoclès sur les membres de la supposée commission de discipline. Hubert Mukuna, Joseph Lokouli, Jean-Lucien Mingamichi et Augustin Bomba sont tous exclus du parti politique. Il leur a reproché à leur tour d'avoir tenu un pseudo-congrès dans le but de remplacer le président du parti, d'avoir saisi en date du 26 juillet la Banque centrale du Congo aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi et prise en date du 31 juillet des décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences. Des faits constitutifs des manquements graves au statut du parti. Encore une fois, c'est Augustin Kabouya qui en sort la tête haute. Et le secrétaire général de l'UDPS a également réagi aux propos de son ancien président ad intérim, Jean-Marc Kabound, pour Augustin Kabouya. Il s'agit, je cite, d'une énième bêtise. Prenant la défense du chef de l'État, il ne se dit pas surpris que son ancien collaborateur n'ait pas présenté des preuves, tout simplement parce qu'il a débité tout un tas de mensonges. Commentaire de Christopher Ochokum. On est bien loin de l'époque de la camaraderie entre combattants du parti du Sphinx de Limété. Désormais, c'est en farouche adversaire qu'Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound se regardent après avoir tué haut et sang ensemble pour hisser Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Sa demande d'audience publique rejetée, Jean-Marc Kabound, ayant plus d'un tour dans son sac, s'est fait enregistrer dans le dos de la Cour de cassation lors de la reprise de son procès cette semaine. Comme quelques jours avant son interpellation, le désormais opposant au régime Tshisekedi a fait des révélations inquiétantes sur la gestion du pays, tout en déplorant l'instauration d'une dictature à peine voilée, pire même, selon ses propos, que celle du maréchal Mobutu à l'époque. À titre d'exemple, Jean-Marc Kabound cite son propre procès qui n'a pour but que d'étouffer la vérité qu'il semble bien maîtriser. Au lieu d'enquêter sur ses affirmations, la justice lui fait vivre un calvaire inimaginable, s'en prenant jusqu'à sa femme, une situation jamais connue dans l'histoire politique de ce pays. Pour Augustin Kabouya, tout ceci n'est que du théâtre. Jean-Marc Kabound aurait dû profiter de cette tribune pour étaler les preuves, au lieu de continuer ses diatribes lassantes. Dans une interview accordée à la radio Top Congo, le secrétaire général de l'UDPS parle même de bêtises. Augustin Kabouya dit avoir l'obligation, contrairement à son vis-à-vis, d'appeler les Congolais à voter pour Félix Tshisekedi en décembre, sans craindre un quelconque danger évoqué par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'UDPS. Jean-Marc Kabound, qui a naturellement depuis créé son propre parti politique, mais qui risque de ne pas concourir aux prochaines élections si elles ont lieu. L'Alliance pour le changement n'a pas été retenue sur la liste du ministère de l'Intérieur comme une formation politique convenablement enregistrée. En séjour à Makala depuis 1 an en ce mois d'août, Jean-Marc Kabound est poursuivi pour outrage envers le Parlement, le gouvernement et la République, l'offense envers le chef de l'État ainsi que la propagation des faux bruits.
L'atelier de validation du rapport final de l'étude sur le ciblage à base communautaire du ministère des Affaires sociales est officiellement ouvert. Cette étude qui va permettre de développer une catégorisation de la pauvreté, mais aussi proposer un modèle de structure communautaire de ciblage a été lancé justement par un des représentants du ministre. Cet atelier des validations du rapport final de l'étude sur les ciblages à base communautaire a été ouvert par une série de mots de circonstances, notamment celui du coordonnateur de la Convention de partenariat Minas Fonds social de la République démocratique du Congo, Jules Biswalola, qui est revenu longuement sur le contexte de cette étude. Les évidences dégagées de toutes les études devront alimenter les directives nationales à inscrire dans le guide national des systèmes d'aide sociale et renforcer les dispositifs opérationnels du système national de protection sociale en cours de construction. Juste après, le représentant du patron des affaires sociales, le secrétaire général Hilaire Kaloumé, a, au nom du ministre empêché, rappelé à l'auguste assistance que la présente étude est une réponse à l'un des plus grands défis des programmes défilés aux sociaux mis en œuvre par la République démocratique du Congo à l'étape d'identification et de sélection des ménages vulnérables. J'associe à ces remerciements les efforts et les contributions substantielles du ministère des Finances à travers la cellule de suivi des projets et des programmes financés par les bailleurs CSPP et de l'UNICEF, respectivement pour le partenariat positif scellé entre nos institutions. Signalant que l'étude soumise à l'approbation des participants à cet atelier portait sur plusieurs points, notamment l'élaboration des critères des catégorisations communautaires de la pauvreté pour appuyer les ciblages de programmes de protection sociale en République démocratique du Congo, mais aussi sur la catégorisation communautaire de la pauvreté. Quelques provinces, dont le Kasaï central, le Sud Kivu et le Nord Ubangi, ont constitué des provinces pilotes pour la collecte des données et ont servi à l'élaboration de cette étude. On se rend à présent dans la province du Haut-Lomami où la gouverneure Yumba Kalinga Isabelle a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La campagne concerne les enfants âgés de 0 à 59 mois et a été lancée dans le centre de santé de Katouba numéro 4. C'est au centre Katouba 4 qu'a eu lieu le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois. Pour le lancement officiel de cette campagne, la gouverneure de province Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle a pris part active à cette cérémonie. Avant son go, une pièce théâtrale a été organisée afin d'inviter les parents à faire vacciner leurs enfants. Les responsables des PV Haut-Lomami a circonscrit la situation épidémiologique de sa juridiction. Enfin, le partenaire OMS a invité les décideurs du Haut-Lomami à prendre bras et corps cette campagne pour sauver des vies. De sa part, la gouverneure Yumba Kalinga Isabelle a placé un mot en guise des lancements officiels. C'est dans ces cadres que je tiens l'activité de ce jour, à l'effet d'engager les équipes de vaccinateurs à passer de porte à porte afin de donner de gouttes de vaccin anti-polio dans la bouche de tous les enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue de la province. À vous les acteurs de la vaccination, je vous demande de réaliser ce travail en bon père de famille. Après les mots de la gouverneure, elle a procédé à la cérémonie, celle d'administrer des gouttes dans la bouche des enfants des 0 à 59 mois, signe du lancement sous les acclamations de la population. L'autorité des provinces a également assisté les femmes qui ont accouché dans ces centres de santé. De là, pour desservir ces centres en eau potable. La gouverneure s'est imprégnée des puits d'eau abandonnés à leur triste sort. Sur place, elle a autorisé sa réhabilitation. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, a participé à la cérémonie de prise d'armes du nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, Edi Mukuna Ntumba, qui a pris officiellement l'étendard de commandement dans cette partie du pays.
Les nouveaux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise PNC Nord Kivu, les commissaires divisionnaires adjoints Mukuna Ntumba et officiellement l'étendard des commandements. La cérémonie a été présidée par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, ponctué d'une parade. Il a invité à cette occasion tous les éléments de la police à obtemporer à ses ordres pour le bon déroulement du travail. Conformément à l'ordonnance numéro 23, barre 112, 17 juillet 2023, portant nomination au sein des commandements des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise. Ma brigadier adjoint, agent de police principaux, agent de police de première classe, agent de police Tolobina Lopoto Boye. Voici, je vous présente votre nouveau commissaire provincial et leurs adjoints. Vous obtempérez à ses ordres, à obéir à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. Edi Mukuna Ntumba et toute son équipe restent déterminés à servir loyalement la RDC. Il sera secondé par les commissaires supérieurs principaux Alain Bondaoko, les commissaires supérieurs principaux Nkulu Gulin et Alice Job, désignés à titre intérimaire comme commissaire provincial en charge de la police judiciaire. Cette cérémonie a été sanctionnée par un défilé des troupes en présence du gouverneur Constant Dima. Et restons dans cette province. Le bâtiment administratif de la localité Moussouti-Kamandi, en groupement Moussoundi, a été officiellement remis aux autorités locales. L'infrastructure a été construite et équipée par la fondation Julien Paluku Kayonga à la demande des habitants de ce coin du pays. Martial Bendelo pour le reportage. Un bâtiment moderne, abritant désormais les services administratifs des Kamandi, localité riveraine du lac Édouard et du parc national de Virunga, en chefferie de Batangi, situé à l'extrême sud-est du territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Il dispose d'une salle de réunion d'une capacité d'au moins 50 personnes, 2 bureaux administratifs, tous équipés et dotés d'une source d'énergie solaire, mais également un bloc d'installation hygiénique, projet qui a coûté près de 25 000 $ américains à la fondation Julien Paluku Kayonga. Je remercie d'abord la population de Kamandi pour nous avoir bien accueillis et d'avoir bien accueilli la fondation Julien Paluku Kayonga qui est en train de faire la ronde dans les territoires de Lubero. C'est sur demande de la population de Kamandi que nous avons réalisé cette œuvre. Une première pour cette agglomération depuis son existence, réalisation à mettre dans l'actif de l'actuel ministre de l'Industrie, sa promesse de 2018 réalisée à la grande satisfaction des autorités coutumières et de l'ensemble de la population de Moussouti, Kamandi. Cette joie est non seulement des habitants de Moussouti, mais aussi du groupement Moussine et de la chefferie de Batang. Nos remerciements s'adressent à notre bienfaiteur, son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Industrie, Paluku Julien Kayonga, autorité morale du Birin. C'est quelque chose à laquelle nous ne nous attendions pas. Depuis des temps, on n'a jamais vu ça. Après seulement 7 mois de travaux, la remise officielle de cette infrastructure à l'administration congolaise pour usage est intervenue ce mercredi 9 août au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le coordonnateur de la fondation Julien Paluku Kayonga, en présence de nombreux habitants de Kamandi, témoignant à leur tour de la détermination et de l'engagement de la fondation JPK à contribuer à l'essor du développement de la République démocratique du Congo. La province du Kwilu s'apprête à la réhabilitation de ses routes grâce au programme de développement de 145 territoires. Les travaux d'exécution débutent sous peu selon les autorités provinciales. Il s'agira dans un premier temps du tronçon Bandundu, Bonkulu et Bagata. Haïti Ntambwa. Alors que la province souffrait du problème des routes pouvant la relier à la capitale, la ville de Bandundu, riche en ressources naturelles, proche de Kinshasa, peut désormais espérer avoir des bonnes infrastructures, surtout modernes, mettant en exécution le programme de développement local dédié aux 145 territoires, vision du chef de l'État, Tshisekedi, projet que les autorités provinciales ont fait savoir au cours de cette cérémonie qui a eu lieu mercredi 9 août à l'école primaire Masonga à Bandunduville, en présence de toutes les couches
couches de la population, les ministres provinciaux, les membres du comité provincial des sécurités, la société civile, la notabilité des Bandundu et Bagata, les agents de la OR, BTC et tant d'autres. Il soit permis en ces jours consacrés au lancement des travaux de réhabilitation de la route Bandundu, Bonkulu, Bakata, la guide des cérémonies, pour exprimer ma profonde reconnaissance et rendre mes hommages toujours renouvelés à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision. L'ingénieur Michel Miseka, directeur provincial de l'Office des routes, revient sur les différentes étapes de ces projets tout en rendant un vibrant hommage au Président de la République. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise ADU Service, une entreprise d'office du pays, et aura une durée de 10 mois à compter de la date du lancement et sera contrôlé par la BTC et la OR. Le sommet sur l'Amazonie s'est clôturé, vous le savez, à Belém, sans grande décision prise. Le président brésilien Lula a appelé les pays riches à contribuer financièrement aux efforts pour freiner la déforestation. Mais la rencontre pour la sauvegarde de la biodiversité a connu la participation de la RDC, qui abrite le deuxième plus grand bassin et poumon du monde. Quelle leçon le pays peut tirer de cette organisation qui est considérée comme une réussite diplomatique? Joël Iselona. Ce sommet qui a réuni les pays d'Amazonie dans la ville brésilienne de Belém Nord avait pour but de trouver des solutions concrètes contre le réchauffement climatique. Il était question de débattre des stratégies communes pour lutter contre la déforestation et promouvoir les développements durables dans cette vaste région qui abrite environ 10% de la biodiversité de la planète. Durant ces assises, des représentants de 8 pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne, créée en 1995 pour protéger la forêt tropicale, y ont pris part. Le sommet a également connu la participation de pays non membres de l'OCTA, invités à Belém, comme la France, qui possède un territoire amazonien avec la Guyane, l'Indonésie, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, qui abritent des vastes forêts tropicales dont d'autres continents ont également été invités. Selon la ministre de l'Environnement F. Bazaïba, qui a accompagné Félix Tshisekedi, la RDC signe son grand retour en tant que leader du bassin forestier du Congo grâce à la diplomatie environnementale. Des domaines tels que les infrastructures, le transport aérien, l'électricité, l'agriculture pourraient faire l'objet des échanges dans la coopération bilatérale. Si la lutte contre la déforestation se porte bien au Brésil, en RDC, des efforts doivent être consentis. Entre 2019 et 2022, le pays a perdu 1,9 million d'hectares des forêts primaires humides contre 1,7 million d'hectares pour la période de 2015 à 2018, a rapporté Global Forest Watch. À travers ce sommet, les pays africains doivent trouver un plan d'action pour éradiquer la déforestation illégale et protéger les forêts. Les pays membres de la CEDEAO se réunissent ce jeudi au Nigeria pour tenter de résoudre la crise au Niger. Les chefs d'État de la sous-région vont réfléchir sur ce que la CEDEAO fera après son ultimatum qui a pris fin depuis le dimanche dernier. Dans son mandat d'assurer la paix et la sécurité dans les pays membres menace, la CEDEAO, qui malgré son ultimatum d'intervenir militairement en cas de résistance, n'a pas eu d'issue normale. Pour plus d'un observateur, les militaires au pouvoir à Niamey refusent la médiation de la CEDEAO, l'estimant moins sérieuse. Selon le média burkinabé Wakatsera, l'enjeu de ce sommet qui doit se tenir aujourd'hui dans la capitale nigériane n'est peut-être pas le sommet de la dernière chance, mais il doit poser les bases claires d'un retour à l'ordre constitutionnel avec en priorité la demande de la libération de Mohamed Bazoum, renversé du pouvoir en juillet dernier. Actuellement, tous les moyens sont mis en œuvre et que même la menace d'une intervention militaire reste de mise. Une chose est certaine, la CEDEAO et les Nigériens attendent beaucoup de ce sommet extraordinaire pour donner l'opportunité au Niger de retrouver le parfum si doux de la démocratie.
Et en Équateur, le candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio a été assassiné par balle mercredi à l'issue d'un meeting de campagne électorale à Quito. Un état d'urgence s'est instauré dans le pays alors que la date du premier tour du scrutin est maintenue pour le 20 août prochain. Le président équatorien Guillermo Lasso affirme être indigné et choqué, promet que le crime ne restera pas impuni. Le stade des Martyrs de la Pentecôte pourrait accueillir le match RDC-Soudan comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN. L'inspecteur ougandais dépêché par la CAF a pris tout son temps pour passer au peigne fin les différentes recommandations faites par l'instance panafricaine pour faire un rapport complet. Christian Bokaya. Elle aura duré plus ou moins 5 heures. L'inspection du plus grand stade du pays, Ivan Kintou, ne voulait rater aucun détail sur la réhabilitation du stade de Martyrs pour faire un rapport complet à la Confédération africaine de football. Dans une rigueur absolue, l'inspecteur ougandais va débuter sa randonnée sur l'aire de jeu en vérifiant le poteau des réserves avant de jeter un coup d'œil sur le banc de touche. La deuxième étape de cette inspection était la visite des différents vestiaires. D'abord le vestiaire de joueurs, ensuite celui des arbitres. Ici, Ivan Kintou est surpris agréablement en voyant le sol antidérapant. Toutes les toilettes sont propres, la salle de conférence de presse avec une capacité de 50 places assises est bien aménagée, y compris la tribune de presse où les journalistes vont travailler en toute aisance et surtout les centres médias. Les ambulances du stade sont bien équipées, l'émissaire de la CAF a aussi constaté que le stade de Martyrs peut accueillir de matchs nocturnes. Pour cette dernière étape de sa visite, Ivan Kintou a pris au moins 45 minutes pour tester l'intensité de la lumière sur la pelouse et c'est avec plaisir qu'il a clôturé son inspection. À ce jour, les amoureux du ballon rond congolais croisent les doigts et espèrent que la CAF va homologuer les stades de Martyrs de la Pentecôte pour permettre à la RDC de recevoir le Soudan à Kinshasa lors du match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire prévu au mois de septembre prochain. Place au rappel des titres à présent. Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour contrer la dépréciation du franc congolais. Ces mesures ont été annoncées lors de la réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et la CENI a annoncé le report de la publication des listes provisoires des candidatures aux législatives nationales. Les grands nombres des dossiers et des problèmes logistiques en sont les raisons à avancer la centrale électorale. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent ce jeudi à Abuja pour un sommet important après l'échec de leur ultimatum aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Les militaires, justement, qui ne désarment pas, un nouveau gouvernement a été formé au Niger. Et en Équateur, Fernando Villavicencio, deuxième dans les intentions de vote parmi 8 candidats à la présidentielle du 20 août en Équateur, a été assassiné par balle mercredi soir après un meeting de campagne. Le gouvernement a instauré l'état d'urgence. On va rester ensemble pour cette fois pour la revue de presse. Comme tous les jeudis, c'est avec Moïse Chamala que nous allons lire le journal paru ce jour. Bienvenue à vous, Moïse Chamala. Merci, Gaëtan Kouba-Bouranzi. À la une, élection RDC, Félix Tshisekedi rassure de la tenue en décembre 2023. Eh bien, effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ce sont les assurances faites hier à Belém, au Brésil, par Félix Tshisekedi devant ses compatriotes congolais. Regardons cette une de La Prospérité qui titre « Ni glissement, ni dialogue, ni encore moins apocalypse, élection 2023 ». Félix Tshisekedi confirme et rassure Gaëtan Kouba-Bouranzi face à la diaspora congolaise vivant au Brésil où il séjourne en marge de sa participation au sommet sur les pactes de l'Amazonie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est voulu rassurant au sujet des joutes électorales de décembre prochain. Il a affirmé de vive voix sa détermination et son engagement à tout mettre en cours
pour manœuvrer plutôt les élections de décembre prochain, des moyens financiers, des moyens sécuritaires également en vue du respect strict des délais constitutionnels. Le chef de l'État y tient tellement qu'il a, au cours du même entretien avec ses compatriotes qui ont choisi le Brésil comme leur seconde patrie, dénoncé sans langue des bois de manœuvres dilatoires de personnes qui veulent saboter à l'intérieur comme à l'extérieur ces décors d'ores et déjà plantés pour les élections de décembre par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi a rappelé que cette année 2023, nous avons 3 grands événements. La visite du pape François au mois de janvier, le 9e jeu et de la francophonie au mois de juillet et les élections de décembre 2023. Gaëtan, Félix Tshisekedi y tient vraiment. Et assassinat de Chérubin Okende, la Grande-Bretagne veut être impliquée dans les enquêtes. Effectivement, Gaëtan, voilà un pays qui s'ajoute sur la liste des pays qui veulent participer à ces enquêtes. Comme nous le dit, c'est une de 7 sur 7 RDC, la Grande-Bretagne veut participer à l'enquête sur l'assassinat de Chérubin Okende. Gaëtan, la nouvelle ambassadrice de la Grande-Bretagne, Alison King-Hobbs, a eu un entretien hier avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Plusieurs questions ont été abordées lors de cet échange avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, dont celle relative à l'assassinat du député national Chérubin Okende. Sur ces points, l'ambassadrice Alison King a fait savoir que son pays va apporter une aide dans l'enquête sur la disparition tragique du porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi. Il dit, Gaëtan, je cite, « J'ai exprimé mes condoléances pour la perte de l'honorable Chérubin Okende. Notre rôle sera peut-être d'aider dans l'enquête », a déclaré Alison King, ambassadrice des Grande-Bretagne. Et puis Jeux olympiques 2024, la RDC au dernier virage pour obtenir les tickets de Paris. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, après Yaoundé, les athlètes congolais se disent confiants. Regardons cette une du quotidien Forum des As. Après leur sacre à Yaoundé, les boxeurs congolais en quête des tickets pour Paris en septembre. À Dakar, les boxeurs congolais iront chercher les tickets pour les Jeux olympiques 2024 au mois de septembre prochain à Dakar. C'est à l'issue d'un championnat organisé au Sénégal que l'Afrique connaîtra ses représentants pugilistes aux Olympiades de Paris. La magnifique performance des Léopards au dernier championnat des boxe à Yaoundé a mis en confiance les athlètes congolais. Gaëtan, pour les éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024 au Cameroun, la RDC a raflé il y a environ une semaine 5 médailles en or, 6 en argent et 4 en bronze à ces championnats d'Afrique, ceux de boxe amateur 2023 qui se sont déroulés du 28 juillet au 6 août à Yaoundé ont été un véritable défi pour plus de 27 nations et 264 boxeurs et boxeuses qui ont participé. La RDC était représentée par 9 hommes et 6 dames, 10 jours, 15 médailles, une moyenne plus qu'honorable pour les Léopards à la 20e édition des championnats d'Afrique de boxe amateur. On va terminer dans le Sahel, coup d'État au Niger. Un nouveau sommet de la CEDEAO à Abidjan ce jeudi. Tout à fait, Gaëtan Kouba-Bouranzi. L'actualité en Afrique tourne autour du Niger, comme nous l'a dit RFI. Coup d'État au Niger, un nouveau sommet de la CEDEAO alors que les dialogues avec les putschistes est au point mort. Gaëtan, les chefs d'État ouest-africains sont attendus ce jeudi 10 août pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Un seul sujet sera à l'ordre du jour, la situation au Niger. Les dirigeants vont devoir faire les choix 10 jours après les coups d'État entre les dialogues ou l'opération militaire. Les chefs d'État ouest-africains vont-ils annoncer une opération militaire? La question reste posée, ou bien dévoiler des avancées significatives dans leur prise des contacts avec la junte nigérienne. Cette question également reste pendante. La perspective d'une opération militaire semble bel et bien s'éloigner. Gaëtan Kouba-Bouranzi, mais les autorités postées à Niamey restent fermes. Quoi qu'il en soit, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vit un moment crucial alors que ces tentatives répétées pour s'esquisser
une sortie des crises ont semblé vaines jusqu'à présent. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabourazi. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.